Guy Scherrer, bonjour et tout d'abord merci d'avoir accepté mon invitation. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui, je pense, est intéressant pour beaucoup d'Européens qui vont voter dimanche pour les élections donc au Parlement, c'est l'Ukraine. C'est un pays que vous aimez, c'est un pays que vous connaissez bien et dont vous connaissez bien la population de par vos activités précédentes, notamment avec l'association des Petits Souliers, oui. Donc une association caritative. Absolument. Oui. Voilà. Alors ma question, elle est... l'entrée en matière est... Volodymyr Zelensky a été élu, ça a surpris tout le monde, c'est quand même un tsunami pour les pays dits de l'Est. On ne s'attendait pas à ça, autant un Coluche à l'époque ça avait pu faire sourire que là ça a surpris, d'autant que je crois que si j'ai bien vu c'est 71%, il a eu vraiment une grosse majorité. Il a été investi le 20 mai, c'est donc d'actualité, il a dissous les chambres, c'est encore plus d'actualité, qu'en pensez-vous ? Écoutez, merci de m'accueillir et de me faire parler un peu de l'Ukraine, de ce pays fabuleux qui mérite d'être visité, d'être connu. Alors pour en revenir au sujet, effectivement, les élections présidentielles en Ukraine ont surpris énormément de monde. Il faut savoir qu'au premier tour, il y avait 39 candidats. Oui. Donc à partir de ce moment-là, l'écrémage était évident et l'Ukraine est dans une situation économique, politique et autres assez difficile et on voit se poindre en Ukraine des phénomènes que nous connaissons ici en Europe ou ailleurs dans le monde, le fameux dégagisme. Oui, donc il restait au second tour deux personnages, l'ancien président de la République, Petro Poroshenko, et le candidat qui est sorti en tête des urnes, Volodymyr Zelensky. Au second tour... Il faut peut-être préciser qu'en réalité, il était le héros d'une série télévisée où il était président de l'Ukraine quand même. Mais bon, est-ce que l'un a influencé sur l'autre ? Être un artiste et jouer le rôle d'un président de la République, ce n'est plus la même chose que de l'être devant les dures réalités. Donc Volodymyr Zelensky a été élu à 73% des voix, ce qui est important, très confortable. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est un phénomène qui est assez étonnant également, que l'on voit partout, un taux d'abstention qui était de l'ordre de 38%, un peu plus de 38%. Donc il y a énormément d'Ukrainiens qui ne se sont pas déplacés pour aller voter, ce qui me surprend moi, parce que c'est une jeune démocratie qui a connu son indépendance uniquement le 24 août 1991, donc ça fait à peine même pas 3 décennies. Ils ont réussi à sortir du joug de l'Union soviétique, puisque c'était juste après la chute du mur de Berlin. Ensuite, ils ont eu plusieurs présidents et présidentes de la République qui étaient plus ou moins affiliés à des oligarques russes. Et cette oligarchie, elle a perduré sous l'ère de Petro Poroshenko. Petro Poroshenko avait pour mission de modifier un peu la société, les bases de la société ukrainienne, avec des réformes qui étaient importantes, des réformes de la police, etc. Tout en faisant front au problème de la Crimée. Tout en faisant front au problème de la Crimée qui a été annexée indûment par la Russie et par les événements de guerre dans le Donbass. Il faut se dire aussi, ça c'est quelque chose que nous autres Européens on a du mal à comprendre, c'est que la corruption qui existe en Ukraine, c'est très difficile de l'effacer comme ça du jour au lendemain. Donc le peuple voulait avoir une réaction immédiate. C'est ce phénomène de dégagisme qui est arrivé, donc out Petro Poroshenko, et voici le nouveau président de la République qui porte les espoirs de la population, bien sûr, puisqu'elle a voté pour lui. En revanche, la question qui se pose, c'est avec quelle majorité va-t-il gouverner ? D'autant plus qu'il vient de dissoudre l'Assemblée nationale ukrainienne. Donc sur qui va-t-il s'appuyer pour faire campagne ? Son parti, est-ce qu'il a les reins solides pour remporter ces élections ?
Et quelles sont les promesses? Parce que pour le moment, il a été élu sur la promesse toute simple, c'est qu'il va se rapprocher de l'Europe. La preuve, c'est qu'il veut faire une demande officielle en 2020. Qui est prévu, oui, en 2020. Voilà, et puis il veut lutter contre la corruption. Bon. C'est maigre comme programme politique, tant qu'il est élu pour combien d'années? Oui, pour 5 ou 6 ans. 5 ans, oui, voilà. Donc c'est très maigre comme politique, d'autant plus que il faut bien financer toutes ces réformes. Alors, pour le moment, qui est-ce qui finance? C'est l'Europe un peu, le FMI beaucoup, et à un moment donné, ces financeurs vont demander un retour sur investissement. Voilà. Alors ce qui est un peu rassurant quand même, il faut le dire, c'est que la monnaie ukrainienne, le hryvnia, n'est pas en train de chuter, au contraire, il monte un peu. Donc il y a une petite confiance. Néanmoins, tôt ou tard, il va se passer des choses, et surtout au niveau économique. Quelles sont les mesures économiques sérieuses que Volodymyr Zelensky prendra pour faire en sorte que on diminue un peu la corruption. Et comment son super voisin russe, 2300 km de frontière quand même, va-t-il l'accepter? Alors pour l'instant, alors ça c'est aussi une des informations, une des informations qui est tombée ces jours-ci, c'est que le nouveau président de la République souhaite organiser un référendum pour connaître les relations à avoir avec avec le grand frère russe. Quelle est la question? Est-ce que ça va être un référendum pro-russe, pro-européen, contre les propositions du nouveau président? On ne sait pas, donc ça peut être... C'est à double détente et plutôt un peu... Ça risque d'être un peu dangereux. Donc il existe en Ukraine une haute cour anticorruption. Évidemment, elle a été montée par l'ancien président Porochenko, avec beaucoup d'amis de Porochenko, dans ce qui est logique. Et les premières mesures prises par Zelensky ne sont pas faites pour non plus calmer les esprits. À savoir qu'il a nommé autour de lui des amis. Je vais dire des politiques, entre guillemets, des professionnels de la politique ou un petit peu du tout venant, enfin. Des amis perso et des gens qui sont connus pour leur liaison avec les oligarques ukrainiens. Donc c'est très très compliqué. Néanmoins, il faut faire confiance à la population. La population, elle a voté. Ce qui me surprend, c'est que les Ukrainiens ont réussi leur passage entre la dictature russe et l'indépendance. Ça a été non sans mal. La preuve, c'était les événements du Maïdan en 2013. Mais suite aux événements de Kiev, il n'y a pas de leader qui ne soit sorti. Donc il n'y a pas de responsable politique qui soit sorti de cette revendication majeure, c'est nous voulons être libres et ne pas dépendre... Et vraiment indépendants. Et vraiment indépendants. Et là, avec les élections présidentielles, il n'y a pas de vrai leader qui soit ressorti à nouveau, si ce n'est 39 candidats, qui étaient peu ou prou dans les systèmes existants et qui se sont fait catapulter vers la sortie. Et la population? Alors, parce que vous avez vos contacts, comment le vit-elle? Est-ce qu'elle a été surprise quand même de cette élection massive? Est-ce qu'elle s'en réjouit? Est-ce que c'est beaucoup de questions, je suppose? La population se pose des questions, mais il y a quand même 60% de personnes qui ont voté pour un nouveau président. Et là, on retrouve l'esprit slave. Ils sont résignés. Ils attendent. Ils attendent. On verra bien. Quand je pose la question aux Ukrainiens, qu'est-ce qui va se passer demain? On verra bien. Wait and see ukrainien. Voilà. Alors là, c'est vrai que ces réactions-là, pour nous autres, nous surprennent un peu. Donc, on se dit, on voit une population jeune qui a envie de bouger, qui a envie que ça change.
Et puis finalement, ils votent pour un président respectable, jeune et artiste, plein d'allant. Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de réussir. Hein, c'est important pour nous. Oui. Et pour les Ukrainiens, mais pour nous aussi. Mais en revanche, derrière, on ne sait pas sur quoi c'est construit, sur quoi c'est bâti. Limite, il n'y a pas un peu sable mouvant, quoi. C'est très compliqué, effectivement. Les oligarques voudront toujours tirer un peu les ficelles. Hein, ça, on a la même chose, ça s'appelle pas oligarque, mais on a la même chose chez nous. Donc ça, voilà, bon. Voilà. C'est une question d'appellation. Tout à fait vrai, mais tout le système corruptif, ce système-là, il faudrait qu'il s'arrête. Et un jour ou l'autre, je parlais tout à l'heure du FMI, tous les paiements qui se font encore un peu en espèces, en cash, ça va s'arrêter. Il y aura un contrôle un peu plus important sur les échanges bancaires. Bien sûr, surtout si effectivement l'adhésion se fait. Une fois que la demande d'adhésion à l'Union européenne va être faite, il va y avoir fatalement, quand même, entre guillemets, une enquête et puis des mises en place. Tout à fait, il faudrait être en mesure de respecter les critères pour rentrer dans refaire la Grèce. Voilà, donc tout ça c'est important. Alors c'est très important, mais pour les Ukrainiens, ce seront des efforts, des efforts très, très importants à réaliser. Donc modification du système bancaire, modification des systèmes de santé, de la justice, tout ça il faut l'assimiler parce qu'il y a malgré tout, et ça c'est assez surprenant en Ukraine, bien qu'ils soient indépendants depuis 30 ans, il y a toujours la réminiscence de l'esprit soviétique. Obligatoirement, et les gens ils ont vécu. Une partie de la population a vécu. Attention, que va dire mon voisin. Bien sûr. Il ne faut pas que je m'exprime de trop. C'est vrai qu'un jeune président peut amener quand même du sang nouveau. Peut-être un espoir de dire c'est bon, il n'y a plus le KGB, quoi. On est en Ukraine maintenant. Voilà, donc un jeune président peut amener ça. Il est inconnu, donc il est vierge de tout préambule. Donc il doit faire ses preuves. Donc ce qu'on lui souhaite, ce qu'il faut lui souhaiter, c'est qu'il réussisse. Bien sûr, ce ne sera pas facile. Bien sûr, il y aura des difficultés. Bien sûr, il y aura des pressions de tous les côtés. Mais ce qui me semble déjà intéressant et important, c'est qu'il veut négocier et parler avec Poutine. Donc, alors, maintenant, Poutine, c'est pas un ange. Il va falloir qu'il se trouve à des terrains d'entente. Sous quelle forme, comment faire, ça reste ouvert. Mais ce qu'il faut souhaiter, et pour les Ukrainiens et aussi pour nous, c'est que ça se calme en Ukraine, parce que si jamais ça devenait le chaos, pour des raisons encore inexplicables aujourd'hui, ça deviendrait des situations très compliquées pour nous autres Européens. Sur le plan géopolitique. Effectivement, et s'ils ne réussissent pas ce coup-là, je dirais, la Russie ne laissera pas ça tranquille. Il faut voir les choses en face. Ils vont en profiter pour, après la Crimée, reprendre une mainmise. Tout à fait. Et ce qu'il faudrait aussi suivre de très près, ce sont les élections législatives qui vont venir au 21 juillet. Savoir quels sont les partis qui vont ressortir. Petro Poroshenko a annoncé qu'il resterait dans la vie politique, ce qui est bien, parce que ça peut faire aussi un contre-pouvoir. Donc, ceci pouvant contrebalancer cela. Et donc, dans l'immédiat, je dirais, attendons, voyons ce qui va advenir de la région, et puis faisons confiance au peuple, puisque c'est lui qui a voté. C'est là-dessus qu'on va conclure. On se retrouvera après les élections, peut-être à la rentrée, pour voir un petit peu l'évolution politique, justement, et de ce pays que finalement peu d'Européens connaissent. Et oui, et pourtant c'est très proche de chez nous. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Patricia.